Bonjour et bienvenue dans ma lecture d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramus, après l'écroulement de la montagne, décrit dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, on va se retrouver avec un personnage déjà évoqué dans le premier chapitre, Thérèse. Thérèse, la veille au soir, s'était installée sur le banc devant leur maison. Elle s'était mise là dans sa robe brune, à beaucoup de plis d'où sortaient les manches de sa chemise en grosse toile de chanvre. Elle s'était mise là, elle s'était laissée aller en avant, les bras sur les genoux. Elle regardait vaguement au-dessous d'elle, et par-dessus les petits arbres du verger, tout au bas de la grande côte, qui se dérobe tout à coup à vos yeux, le fond de la vallée et la plaine, c'est-à-dire une large plaine, lisse comme une feuille de papier, où coule le Rhône. Voilà cette image qu'on nous décrit pour nous montrer Thérèse. Son attitude, cette soirée, on sent la fatigue d'une journée passée à travailler sans doute. Et puis surtout, d'une journée à passer seule. Ah, ça vous dure, ah, ça traîne. 8 jours qu'Antoine est parti, et 8 jours, c'est comme 8 mois. Elle avait laissé sa tête aller en avant. On retrouve la même image, cette tête qui se penche vers la plaine depuis la montagne. C'est le Rhône qu'elle voyait sur ce fond plat qui était vert. Le Rhône était gris et blanc, ayant un lit beaucoup trop large, parce que son courant charrie du sable et des pierres qui empiètent sur ses bords. C'est pourquoi depuis on l'a corrigé. Il était marqué là comme une route sur une carte. C'est-à-dire son lit singulièrement tortueux et capricieux avec ses marges de limon gris, tandis que lui-même courait au milieu et on le voyait bouger au milieu, étant d'un gris plus clair et presque blanc, rampant sur le ventre comme la vipère. Rampant sur le ventre comme la vipère, le fleuve, le Rhône, dans la plaine du Rhône en Valais, qui devient un personnage vivant et inquiétant, la vipère. Là aussi ça dure, mais là non plus rien ne change. Ah, on le connaît bien ce Rhône, on ne le connaît que trop. Depuis le temps, pensait-elle, depuis le temps qu'il vous raconte sa vieille histoire, toujours la même, qu'on aurait pu entendre en prêtant l'oreille, qu'on entend encore mieux la nuit. Quelle est cette vieille histoire que nous raconte le Rhône? Peut-être bien qu'Antoine reviendra dimanche, mais il lui faudra remonter. À peine réunis, nous voilà séparés. Le nous ici qui vient nous donner de manière plus directe le discours que se fait cette femme qu'on a vue pencher en avant vers le Rhône. Ce nous, on entre ici dans ce qu'on appelle le discours indirect libre, où justement, tout d'un coup, on est dans sa tête et on est elle, véritablement. Nous voilà séparés, à peine mariés, démariés, à peine mis ensemble, démis. Si seulement Antoine pouvait revenir pour tout de bon, et moi je suis en train de regarder le Rhône. Est-ce que quand on est deux, on a le temps de s'en occuper? Je m'ennuie. Je m'ennuie. La répétition du « je m'ennuie » qui permet d'insister sur cet ennui. On entend marcher de l'autre côté de la maison, parce que les gens rentraient chez eux manger la soupe. Tout d'un coup, on revient à un discours plus
distant. Mais c'est quand même quelque chose qu'on entend, c'est quand même elle, c'est quand même Thérèse. La journée était finie. Elle commence à 4 heures du matin. Elle finit à 8 heures du soir. Voilà les conditions rudes des gens qui travaillent, des hommes et des femmes qui travaillent dans ces lieux-là et qui travaillaient dans ces lieux-là à cette époque-là. Ils rentraient. On entendait le bruit de leurs pas, tantôt sourd, tantôt grinçant. Sourd à cause de la boue, grinçant à cause des grosses pierres plates qui sont posées dedans de place en place, comme dans un gué. De ce côté-ci du village, les maisons ont des façades de 2 couleurs, blanches dans le bas, brunes dans le haut. De l'autre, leur derrière, plus bas, domine à peine les 3 passages qui s'ouvrent entre elles et une autre rangée de constructions, étant ainsi noires et blanches par devant, étant par devant bien disposées et arrangées, comme des ruches dans un jardin. Description qui est quasiment abstraite avec ses couleurs de noir et de blanc, et puis tout d'un coup, les ruches dans un jardin, le quotidien. Par derrière, toute noire, mise là pêle-mêle, et puis faisant de l'ombre sur le passage, toujours boueux. Et devant les maisons, il n'y avait personne. Mais derrière, dans la ruelle, tout le temps du monde allait et venait, des femmes, le râteau sur l'épaule, des petites filles avec des seaux d'eau et seulement 1 ou 2 hommes, car c'est le village d'été d'où presque tous ceux qui en ont l'âge ou la force sont partis pour la montagne, et où il ne reste que les infirmes, les trop vieux, les trop pauvres, les pas assez intelligents. Ils partent à la montagne comme on part à la guerre, finalement, laissant ceux qui ne peuvent pas combattre au village. Il faisait très beau. Elle voyait entre ses pieds des petites fourmis rouges qui portaient leurs œufs à la file au fond d'une étroite rainure qu'elles avaient fini par se creuser dans la poussière. Une espèce de ruelle aussi, car les fourmis, c'est comme nous, se disait-elle. Les fourmis avec leurs œufs plus gros qu'elles, c'est comme nous avec nos filards de foin qui sont aussi plus gros que nous. Elle a eu chaud dans tout le corps. Une montée de sang a fait du bruit dans ses oreilles. Elle a eu de la peine à respirer bien qu'elle se fût redressée. Elle a été toute rouge, elle devient toute pâle, elle redevient toute rouge. Voilà la sensation intérieure qui l'a saisie soudain. Qu'est-ce que c'est ? Elle s'interroge. Puis voilà qu'une idée lui est entrée dans l'esprit. Après tout, elle est mariée depuis 2 mois. Ah, est-ce que ce serait ça ? Tout en allusion ici. En sous-entendu. Ça, qu'est-ce que c'est ? De nouveau, elle change de couleur. Ah, sûrement que c'est ça, se dit-elle. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Parce qu'elle a une bonne santé. Sûrement que c'est ça. Toujours cette insistance sur le ça, ça. Déjà, les fourmis avec leurs œufs annoncent ce ça qui est en elle et qui crée des sensations nouvelles en elle. Alors elle change de couleur, et toujours cette importance des couleurs, déjà dans la description du village, le noir et le blanc, puis là le rouge qui intervient en elle. Alors elle change de couleur encore une fois, elle se met à sourire, ses lèvres sont de nouveau aussi rouges que son fichu. Ayant renversé la tête, ayant appuyé sa tête contre le mur, et l'épaisseur de son chignon fait que c'est doux derrière sa tête. On est bien. Elle ne bouge pas. À nouveau ce jeu des pronoms, qui est vraiment une des caractéristiques de Ramu. On est bien, c'est vraiment ce qu'elle est en train de se dire. Ah, ce qu'on est bien. Et elle ne bouge pas. On reprend distance, on la regarde de l'extérieur, on est à l'intérieur d'elle,
dans ce qu'elle ressent, puis à nouveau, on nous la décrit de l'extérieur. Et on ouvre des guillemets juste après. Parce que si c'est ça, je ne serai plus seul. Et on sera deux pendant qu'il est loin. Et quand il sera redescendu, on sera trois. En face d'elle, et juste au niveau de ses yeux, il y a les montagnes. Il n'y en a pas seulement une, ni deux, ni 10, mais des centaines. Elles sont rangées en demi-cercle, comme une guirlande de fleurs suspendues dans le bas du ciel. Très beau cette image, hein? Elles sont rangées en demi-cercle, les montagnes, comme une guirlande de fleurs suspendues dans le bas du ciel. C'est plus haut que les forêts, plus haut que les pâturages, plus haut que les rochers. Là flottent toutes ces neiges, toutes ces glaces coloriées qui sont étrangement détachées de ce qui les porte. Elles sont devenues étrangères à leur soubassement que l'ombre a déjà noirci. Et plus l'ombre augmente au-dessous d'elles, plus elles deviennent légères. Plus aussi leur clarté s'accroît, qui est faite de tous les roses, de tous les rouges, de tous les tons de l'or ou de l'argent. Retour de ces couleurs chaudes des montagnes. Alors, ça lui a fait doux autour du cœur. Il y a quelque chose de très simple et pourtant d'inhabituel dont ça lui a fait doux autour du cœur. On comprend très bien la sensation, on la ressent très bien ici. En avril, quand on s'est marié, les pêchers étaient en fleurs. Ils recommencent à fleurir, c'est une promesse. Elle a parcouru de l'œil toute la chaîne, encore une fois. C'est comme quand le pêcher fleurit, en effet, comme quand l'églantine s'ouvre, comme quand le cognacier, plus incertain, plus timide, plus tardif, montre le dernier de ses bouquets. Car les montagnes, à ce moment, ont commencé à pâlir, à passer. Elles se fanent, elles deviennent grises. Mais qu'est-ce que ça fait, pense-t-elle, parce que demain elles refleuriront. Le soleil se lève tous les jours et se recouche aussi. On ne marchait plus dans la ruelle. Les femmes appelaient les enfants. Elles venaient sur le pas de leur porte, criaient un nom, 2 ou 3 fois de suite, puis de nouveau criaient un nom. Et Thérèse a vu qu'elle s'était oubliée. Sa mère devait l'attendre parce qu'elle mangeait chez sa mère depuis qu'Antoine n'était plus avec elle. Tout d'un coup, après ce moment de contemplation, ce moment où elle comprend qu'elle attend un enfant, on revient aux banalités. Ah, il faut aller souper, il faut aller manger chez sa mère. Elle s'est mise à courir. Elle a passé par les jardins de manière à ne rencontrer personne, sans quoi elle serait arrêtée et elle perdrait encore du temps. Elle voit la porte qui fait un carré rouge, à nouveau la couleur rouge, un carré rouge dans le haut de l'escalier extérieur qu'elle grimpe, se tenant à la rampe parce que la tête lui tournait un peu. On lui a dit, comme si c'est sa mère sans doute, mais parce qu'elle ne la voit pas encore, parce qu'elle est juste en train d'entrer, elle voit juste la porte. Eh bien, c'est le moment. D'où viens-tu? À nouveau on a vu Philomène qui est toute noire devant le foyer où la marmite pend à la crémaillère. Philomène a tourné la tête vers elle quand elle est entrée, puis elle lui a dit « Allons, allons, dépêche-toi d'allumer ». Thérèse prend une brindille de mélèze ce soir du 22 juin, vers les 8h30 peut-être, pendant que Séraphin et Antoine étaient assis devant le feu à Derborance. On revient au tout début du livre. Cela commençait effectivement par Antoine et Séraphin autour du feu à Derborance. C'était le 22 juin vers les 9h du soir, nous dit-on au début du premier chapitre. Et là, on se retrouve, après avoir décrit ce qui s'est passé après, au même moment. On revient à ce moment-là, mais du côté de Thérèse et de Philomène, donc,
sa mère. Ils étaient devant le feu, Séraphin et Antoine, et les étoiles se montraient l'une après l'autre. La lune allait se lever. Dans la grande cuisine noire, il y a une place claire, c'est le feu. Sa mère est devant. On voit les deux feux qui se répondent, qui dialoguent de loin. Thérèse prend la brindille avec sa brindille. Non, je reprends. Thérèse prend la brindille et avec sa brindille s'approche du feu. Le 22 juin, on insiste, on est le 22 juin, c'est le solstice d'été. C'est le moment le plus clair de l'année, le 22 juin. Le 21 juin, on est au moment où il y a le plus de jours. Et dans ces régions de montagne, c'est essentiel. C'est un moment qui est censé être un moment de joie. Mais ils sont séparés et puis la catastrophe arrive. Elle revient, tenant entre ses mains qui sont éclairées en dedans la petite flamme tremblotante qu'elle approche de la mèche grasse de la lampe qui pend au bout de sa chaînette à une des poutres du plafond. On a vu qu'il y avait sur la table de noyer bien frotté 2 assiettes d'étain mises en face l'une de l'autre. Et Philomène est arrivée avec la marmite qu'elle pose sur une rondelle de bois de sapin faite exprès, puis s'est assise et a pris place sans avoir rien dit de plus. On est dans cette atmosphère de taiseux, de gens qui se parlent peu. Philomène s'est mise à manger sa soupe. C'est ce 22 juin, encore le 22 juin, on est le 22 juin. Pendant que 600 mètres plus bas, au fond de la plaine, le Rhône, voilà, l'autre personnage qui est présent, le Rhône continue à se traîner sur le ventre et se frotte contre les pierres, alors toujours la vipère, ce qui fait dans l'air un déplacement léger, comme quand on marche dans des feuilles sèches. Tout à coup, Philomène s'était arrêtée de manger, tenant à mi-hauteur entre son assiette et sa bouche sa grosse cuillère d'étain ronde. Elle avait regardé sa fille. « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien. »« Alors pourquoi est-ce que tu ne manges pas ?»« Je ne sais pas, » a dit Thérèse. « J'ai pas faim. » Philomène haussa les épaules. « Oh, je vois bien, c'est parce qu'il n'est pas là. Voyons, voyons, ma pauvre fille, il n'y a pas qu'à toi que ces choses arrivent. Moi aussi, j'ai été mariée. Et moi aussi, ton pauvre père, quand il montait à la montagne, il me laissait seule tout l'été. » Elle parlait sans douceur, à cause d'un reste de ressentiment qui était en elle sans qu'elle s'en doutât. Elle continue. « Et puis, c'est toi qui l'as choisi ton mari, ou quoi ? Tu connais pourtant bien les habitudes du pays, dis, puisque tu y es né. Tu dois savoir qu'on est veuve au moins 2 mois par an chez nous. Veuve, oui, comme s'il était déjà mort. Est-ce qu'il mourra dans cet éfoulement ? Ça, on le saura par la suite. Mais on nous annonce une mort, déjà. Elle est déjà là, il est déjà mort, alors que non. 2 mois par année. Mais Thérèse secoue la tête, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Le 22 juin, vers les 9h du soir, on remet le contexte, on réinsiste, c'est en même temps que le premier chapitre qu'on a lu avant. Le 22 juin, vers les 9h du soir, sous la lampe à huile avec sa petite flamme jaune qui a la forme d'un cœur renversé. Et bien sûr, une symbolique dans ce cœur renversé. Elle a le cœur à l'envers, la pauvre Thérèse ici. Tu sais pas, j'ai mal au cœur. Encore une fois, peut-être un double sens dans le « j'ai mal au cœur ». Mal au cœur ? Oui, et puis j'ai la tête qui me tourne. Ah, a dit Philomène. C'est depuis quand ? Depuis aujourd'hui. C'était ton moi ? Oui. Thérèse s'est tue. Et on a vu que Philomène était, et on a vu que Philomène s'était mise à sourire. Tiens, alors qu'elle avait l'air assez revêche.
Pour l'instant, c'est du oulala, là, cette vieille dame en noir, là, elle faisait un peu peur, et là, elle s'était mise à sourire. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis le mariage de sa fille. Regardant sa fille, puis « Oh, dit-elle, si c'est ça », et à nouveau le « ça », on ne dit pas les choses de manière directe. Si c'est ça, c'est une bonne maladie. C'est une de ces maladies à qui on fait la révérence quand elles viennent vous trouver. Pendant que Thérèse, encore une fois, sentait tout son sang lui monter à la figure, faisant comme une nappe chaude sous sa peau, puis s'en va. « C'est sûrement ça », disait Philomène. « Oh, c'est une bonne maladie. Il ne te faut pas avoir peur et il ne faut pas non plus te forcer. Si tu n'as pas faim, ne mange pas. Je vais te faire une tasse de camomille et puis tu iras te coucher. » Elle a repris. Il ne sait rien, lui, bien entendu. Oh bien, ça va lui faire une bonne surprise. Petit arrêt, et puis Thérèse avait été se coucher. Elle obéit encore à sa maman, visiblement. Elle qui va devenir bientôt maman. C'était dans leur maison à eux. Une maison qui avait été remise à neuf exprès pour eux. Le lit était un grand lit de mélèze, un lit carré, c'est-à-dire aussi long que large, et qui, fixé au mur par des chevilles, montait presque jusqu'au plafond sur ses hauts pieds. Je peux m'y coucher en travers, quand il n'est pas avec moi. À nouveau, cette fois, c'est le « je ». On revient dans l'esprit de Thérèse. Mais il redescendra bientôt, il redescendra de la montagne. Et voilà, je lui dirai, « Monseigneur, entrez dans le lit. » Il y a comme une sorte de lit à baldaquin, de la noblesse. On se dit, tiens, nous sommes les rois du monde. À ce moment-là, quand on apprend qu'on aura un enfant avec l'homme qu'on vient d'épouser, c'est les moments de bonheur les plus importants d'une vie, sans doute. Elle s'amusait à penser à lui, parce qu'il y a 2 places. Évidemment, elle est seule dans ce grand lit, alors qu'il y a 2 places. Elle lui dirait, « Tu sens la montagne ? Tu sens la fumée et le bouc. Ça ne fait rien, monseigneur. » Monseigneur, c'est drôle comme manière de parler à son mari. Est-ce que c'est ironique? Est-ce que c'est un petit mot doux? Ou est-ce que c'est une forme de respect? Le mari est le seigneur de sa femme. Évidemment, on est dans ces époques où les femmes attendaient leur mari et leur tenaient le lit au chaud. Ça ne fait rien, monseigneur, disait-elle, venez contre moi tout de même, parce que je suis seule et j'ai froid. Pourquoi est-ce qu'il nous aurait fait un lit si large, si ce n'était pas pour y être 2? J'y peux coucher en longueur, vois-tu, mais j'y peux coucher en largeur si je veux. Ça m'ennuie. Viens vite près de moi, dirait-elle. Elle lui dirait, mets-toi là, mais je te défends de me toucher. Il faut d'abord que je te parle. C'est un secret. Promets que tu ne le répéteras à personne. Promets-tu? Je lui tiendrai les mains s'il le faut. Je lui dirai, on passe ici du conditionnel au futur. Il y a plus de certitude ici. On y croit vraiment, elle s'y croit vraiment dans ses rêveries d'avant-dormir dans ce grand lit. Je lui dirai, ne me touche pas. Monseigneur, ô mon beau Seigneur, ce que vous faites est défendu. Et lui, il dirait, un petit baiser rien qu'un. Elle dirait où? Sur le pâle de l'œil. Non, dirait-elle, parce que j'ai d'abord quelque chose à te dire. Tourne ta figure en l'air, moi je mets ma tête à plat. Comme ça, tu ne piqueras plus. Et comme ça, j'aurai ton oreille tout près de ma bouche. C'est à cause du secret, Antoine. On en oublie presque qu'il n'est pas là. Elle s'est retournée encore dans le grand lit, et les heures de la nuit commençaient à passer. Peut-être
qu'elle s'était assoupie. Il a dû faire un peu d'orage. Il lui disait, ce secret, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, c'est une visite. Là, on est dans le monde des rêves. Et lui, qui ne comprend pas, qui est terriblement naïf, elle disait, devine. Il continuait à faire de l'orage. Une menace, là. L'orage, on en a parlé dans le premier chapitre. Il a lieu aussi dans les endroits plus menaçants où se trouve Antoine. Le bruit qui avait commencé dans son rêve glisse tout doucement à la réalité. Elle ouvre les yeux, elle l'entend toujours, c'est un roulement de tonnerre. Il se prolonge et gronde au-dessus des montagnes, du côté du nord. Ensuite, elle l'entend qui vient avec des chaos, comme un char lourdement chargé de billes de sapin qui s'entrechoquent. Elle passe, ou il passe plutôt, au-dessus d'elle. Enfin, il va se heurter de l'autre côté de la vallée, à la chaîne du sud qui le renvoie. Là, tout d'un coup, on change totalement d'atmosphère. On était dans ce dialogue tendre qu'elle imaginait, dans ses rêveries de la nuit, avec l'homme qu'elle aime et l'enfant qui va venir. Devine, qu'est-ce que je cache? Quel est mon secret? Et puis tout d'un coup, arrive la catastrophe. Il revient en arrière, se heurtant à lui-même, donc c'est le bruit ça. Hein. Les contrevents battent, on entend tomber une échelle, les croisées de la chambre de Thérèse, qui était mal fermée, s'ouvrent toutes grandes. Elle a eu froid dans sa chemise pendant qu'elle va vite les fermer, mais alors, ce qu'elle voit aussi, c'est qu'il n'y a point d'éclair, malgré que le tonnerre dure, faisant au-dessus du toit comme des remous coupés de craquements. Est-ce vraiment un orage? On sait, nous, qu'il s'agit de l'éboulement qu'elle prend pour un orage. Elle voit que la nuit est belle, et dans un bain de clair de lune, les arbres se tordent bizarrement encore, levant les bras avec leurs feuilles toutes dressées comme des poils. Donc ces arbres qui deviennent des hommes avec des poils aux bras, qui évidemment rajoutent à cette atmosphère d'ordre fantastique, c'est des monstres. Puis retombant, sont immobiles et recommencent à être ronds sous cette douce pluie brillante qui s'égoutte sur leurs plats comme sur des plumes bien lisses. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle entend qu'on parle dans la rue. La cuisine a une fenêtre qui donne de ce côté-là. Elle va vite à la cuisine, elle est nue sous sa chemise, elle est pieds nus. Le tonnerre se tait peu à peu. Il y a eu quelques craquements encore, comme dans la cloison de bois d'une chambre quand la température change. Puis tout est redevenu tranquille, semble-t-il. Semble-t-il, mais est-ce si tranquille que ça? On sent que peut-être ça n'est pas terminé. Sauf que, partout dans le village, les fenêtres et les portes s'ouvrent. Des têtes se montrent aux fenêtres. Devant les portes se montrent les personnes tout entières qui disent « Qu'est-ce que c'est ?» Les gens se tournent les uns vers les autres. On lève la tête. On voit que les étoiles sont à leur place ordinaire. Une grosse rouge, une verte, une petite qui est blanche entre les toits. Des pointues, des rondes, les unes qui bougent, les autres qui ne bougent pas. On disait « C'est pas un orage. » Alors évidemment, là on est... Mais alors qu'est-ce que c'est? Elle n'ose pas trop se montrer. Les hommes ont passé un pantalon, les femmes ont mis une jupe par-dessus leur chemise. On entend une voix de femme qui dit « Hé, sait-on » Elle n'ose pas se montrer, sa chemise tient mal et lui glisse de l'épaule. Sait-on jamais? Il y en a qui sont coupés en deux par la montagne. Il peut faire beau chez nous et vilain chez les Allemands. Les gens regardent vers la montagne. On aperçoit que de place en place vers le nord... Non, je reprends.
les gens regardent vers la montagne qu'on aperçoit. Que de place en place, vers le nord, entre les maisons. Tout est calme jusque sur les crêtes. Cette atmosphère étrange, alors évidemment le lecteur qui sait ce qui s'est passé en ayant lu le chapitre précédent, les chapitres précédents, lui comprend, mais il se met à la place de ces gens qui croient assister à un événement banal en montagne, un orage, banal mais dangereux quand même, voient qu'il fait beau, qu'il y a des étoiles dans le ciel et que ce n'est pas ça, mais alors qu'est-ce que c'est? Pensez-vous, on verrait bien la lueur. La lueur de quoi? Des éclairs. Ou bien ils font sauter des mines, a dit quelqu'un. Voilà à nouveau la métaphore guerrière qu'on avait déjà au moment où on nous décrivait dans le chapitre précédent, l'éboulement. C'est comme une guerre. La guerre dans le haut pays, voilà un autre titre de Ramu, même si c'est pas tout à fait au même endroit, mais pas très loin quand même. Toujours en montagne. Donc ils font sauter des mines, a dit quelqu'un, tu es fou, moi je dis que c'est un tremblement de terre. Mon lit m'a bougé sous le dos, le mien aussi. Moi, dit un des caruptes, car ils sont presque tous caruptes à haïr, c'est un tonneau que j'avais mal calé. Il a roulé jusque contre la porte de la cave. Les hommes sont blancs et noirs dans la lune. Les femmes font des taches noires qui bouchent presque l'ouverture des petites fenêtres éclairées où elles se tiennent. Là, tout d'un coup, on dézoome, on les voit de beaucoup plus loin dans cette couleur noire et blanche qui succède aux couleurs plus vives qui étaient apparues auparavant. Mais le bruit, oh, dit un autre, le bruit, ça fait toujours du bruit, les tremblements de terre. Et le vent, ça fait du vent, tu crois? Je sais. Et alors quoi? Alors c'est fini. Alors on va se recoucher? Quelqu'un a demandé encore, quelle heure est-il? On a dit 2h30. C'était maintenant le 23 juin. Thérèse écoute toujours, mais les portes se ferment, l'une après l'autre. Les fenêtres se ferment aussi. Tout est devenu parfaitement paisible, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Et autour d'elle, dans le village, où il y a seulement le babillage d'une fontaine qui a recommencé à se faire entendre et ne se taira plus jusqu'au matin. Retour à l'ordinaire, au babillement de la fontaine qui nous parle comme un humain, qui nous rassure. Pourtant, ce n'était pas un tremblement de terre. C'était pire. Mais on ne sait pas ce qu'il se passe. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui se trouvaient sur les hauts d'Herborance? Et ça, ce sera évidemment ce qu'on verra dans les chapitres suivants, dans le chapitre 5, où on rencontrera encore un autre personnage, Maurice Nada. Et peut-être qu'on retrouvera Antoine et d'autres, et qu'on comprendra ce qui s'est passé dans le chapitre 5 d'Herborance de Charles Ferdinand Ramu. Au revoir et à bientôt.